Et si on pouvait trader mieux que les supports et les résistances? Une vidéo, deux concepts, moins de 20 minutes, c'est parti. Je vais vous montrer les supports, résistances, c'est quoi? Les supply and demand, c'est quoi? La différence fondamentale entre les deux. Pourquoi trader les supply and demand pourrait être plus intéressant pour votre trading, notamment si vous avez des petits capitaux. Et en plus de ça, je vous montre à la fin de la vidéo une journée complète d'analyse supply and demand. Attention, je vous préviens, dans les prochaines vidéos, on va aller encore plus loin que ça. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et on est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jérémy Delsol, comme d'habitude, on parle de concepts de trading essentiels pour tous dans cette vidéo. Que vous soyez sur des petits comptes ou sur des comptes importants, ce dont on va parler dans cette vidéo serait peut-être à même de changer votre vision des marchés. Et pour que tout ça soit le plus clair possible pour tout le monde, on va déjà démarrer avec la définition des zones support et résistance. Un support, une résistance, mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un niveau de prix qui peut être plusieurs choses. Un niveau de prix plancher, si on parle tout simplement d'un support. Si on parle d'une résistance, on pourra plus parler d'un niveau de prix plafond. Donc bien évidemment, il faut des éléments concrets, qu'on soit sur des tests multiples d'un même niveau de prix pour ne serait-ce qu'identifier que ce soit un support ou une résistance. Et on peut rajouter à ça aussi quelques caractéristiques supplémentaires. Alors là, on parle de niveau psychologique, mais je ne les ai pas tous mis ici. On peut parler bien sûr de points pivots, on peut parler encore de rebonds sur des moyennes mobiles. Bref, il y a pas mal de possibilités. Mais pour faire simple et rester concis, un support, c'est un niveau soutien-appui sur lequel le marché aura tendance idéalement à rebondir. Une résistance, c'est l'opposé, c'est un obstacle face à nous, vis-à-vis duquel le prix aura tendance à marquer un certain rejet la plupart du temps. Mais dans un cas comme dans l'autre, il faut savoir que lorsqu'on casse concrètement une zone support, elle est vouée à passer résistance, et lorsqu'on casse concrètement aussi une zone résistance, elle est vouée, cette zone, à passer support. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que les zones supply and demand? Supply and demand. En français, on parle tout simplement de l'offre et de la demande. Il faut savoir que c'est des zones de prix très intéressantes sur les marchés. C'est des zones qu'on peut appeler des zones d'intérêt carrément, parce que du coup, il se passe des choses très intéressantes dans ces zones supply and demand. On va avoir sur ces zones de supply des ventes relativement agressives sur le marché. Ça va susciter des gros mouvements en règle générale. On va même parler d'imbalance dans quelques minutes. Et de l'autre côté, une zone d'intérêt également pour les acheteurs, puisqu'on va voir en fait que c'est là où ont été réalisés des achats agressifs sur les marchés également, qui vont traduire des mouvements aussi importants. C'est vraiment des zones où il se passe des choses très intéressantes et ça laisse des traces. C'est l'intervention réellement aussi des acteurs de marché qui ont des gros capitaux. On peut parler de la smart money ici. Ça laisse des traces et on peut ensuite essayer d'en tirer avantage pour trader dans le biais de cette tendance de la smart money. Et pour mieux comprendre ces concepts, je vous propose de vous montrer comment on dessine ces zones, les supports et résistances, puis par la suite les supply and demand. Comment dessiner les supports et résistances en trading? On a besoin de certains critères. Il nous faut le test d'une même zone de prix. Et le test de cette zone de prix doit se faire au minimum 2 fois pour pouvoir commencer idéalement à identifier une zone étant un support si c'est des rebonds qu'on observe sur le niveau de prix ou une résistance si c'est des rejets qu'on observe au niveau de ce même prix. Donc là, sur l'exemple à côté, vous voyez, on a une zone support, on a une zone résistance avec 2 points minimum à chaque fois, ce qui peut nous laisser penser qu'à l'avenir, on serait probablement sur encore une même réaction du prix vis-à-vis du support, vis-à-vis de la résistance, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que la zone se trouve être cassée pour shifter ensuite et passer de support à résistance ou de résistance à support. Maintenant, comment dessiner les zones de supply and demand? Vous allez le voir, c'est relativement différent. On a ici un point d'origine qui est au départ du mouvement. C'est vraiment une zone de départ comme je vous l'ai mis parce que c'est le début d'un mouvement important sur les marchés. Et à partir de là, on a une création d'imbalance qui se crée. Vous vous rappelez les FVG, Fair Value Gap, très souvent en fait, on va les observer aux abords de zones de demande, aux abords de zones de supply, parce que ça va traduire l'agressivité du mouvement. Il va falloir vraiment que le marché bouge et pas qu'un peu, très rapidement dans un biais directionnel précis pour dégager tout simplement cette notion de zone de supply, de zone de demande, là où on a eu des acteurs de marché majeurs qui sont intervenus en mode sell pour des supply, en mode buy pour les zones de demande. Donc là, je vous ai mis un petit dessin justement où vous voyez le mouvement baissier plus important, le retracement qui revient tester la zone de supply et ensuite on repart idéalement à la baisse. Deuxième exemple, dans l'autre sens,
on a du coup un mouvement impulsif important, une correction, on revient taper la zone de demande et idéalement on trouve le rebond pour continuer le mouvement de la smart money ici aussi. Tout ce qui concerne le trading SMC, vous pouvez le retrouver dans le descriptif de cette vidéo, playlist très chargée en vidéo que je vais d'ailleurs peut-être bientôt compléter. Si ça vous tente, n'hésitez pas à me mettre en commentaire la vidéo les sujets du trading SMC que vous voulez que je développe un peu plus pour vous. Alors, comment on va pouvoir réellement différencier les zones support et résistance des zones supply and demand? Je vous ai mis deux points majeurs pour différencier ces zones. Support et résistance, on va le voir en fait, ils sont partout. On en a partout des zones de support et de résistance. Dès que le marché du coup se maintient plusieurs fois et qu'ensuite il est cassé, c'est une zone support qui passe résistance, vice-versa. On en a littéralement partout sur les graphes. Deuxième point essentiel qui diffère entre les zones support et résistance et les zones supply and demand, ça va être que les zones supply and demand, en fait, elles sont au départ d'un mouvement majeur, d'un mouvement important. Ça va être très important comme différenciation à faire entre les deux, parce que les zones support et résistance, vous pouvez avoir un petit mouvement, un pullback, et revenir directement sur un support. Vous pouvez casser un niveau, revenir le tester côté extérieur, vous aurez votre résistance. La zone de supply et de demande doit vraiment être au point d'origine, au point de départ, comme je vous disais tout à l'heure, d'un mouvement important. Et ça se différencie clairement d'une zone de support ou encore de résistance. Alors si vous vous posez la question, pourquoi plutôt trader les zones de supply and demand que les zones de support et résistance, la prochaine slide est faite pour vous. Voici les avantages de trader les zones supply and demand. On va avoir un trading plus conservateur. Eh bien oui, parce qu'en fait, on va aller chercher des retracements tout simplement nettement plus profonds qui sont intervenus sur des zones de prix qui ont suscité l'intérêt d'acteurs majeurs. Ce n'est pas juste un retracement sur du FIBO ou sur tout simplement aussi, bien sûr, une zone de structure qui est relativement proche du marché, qui va nous dire, voilà, on peut continuer, rebondir et aller plus loin. On va voir ça dans un instant sur des graphiques avec un exemple concret, Forex euro-dollar. Je vais vous montrer tout ça. Deuxième élément important, c'est fonction de la smart money, fonction des capitaux ici qui sont importants et qui ont tendance à vouloir aussi manipuler les marchés clairement pour des raisons de liquidité. Et du coup, c'est d'autant plus intéressant d'être fonction de leur billet directionnel pour profiter de probabilités de succès, d'autant plus dans votre trading. On pourra bénéficier également de stop-loss stratégiques. Pourquoi? Bien, si on fait fonction des zones supply and demand plutôt que des zones support-résistance, forcément, le niveau de stop-loss sera protégé à un niveau plus stratégique que si on était juste sur des simples rebonds support-résistance. On a bien évidemment aussi le jeu des ratios, les risques par rapport au gain potentiel de vos trades, qui sera de manière naturelle bien plus important que si vous tradiez juste des zones support et résistance. Pour voir des exemples concrets et encore mieux comprendre tout ce que je viens de vous expliquer, je vous propose de partir sur des exemples graphiques avec du Forex, l'euro-dollar immédiatement. Nous voici directement sur les graphiques. Alors, la smart money intervient sur des grandes unités de temps parce qu'ils ont aussi des gros capitaux qui ne vont pas les scalper, etc. Mais ces comportements sont aussi visibles et possibles sur les petits time frames, vous allez voir ici immédiatement. Donc, à partir de là, on va regarder ce qui se passe dès le début ici. Donc là, on est à 9 heures up heure de Paris sur cette bougie-là. Donc on a déjà toute cette impulsion. En fait, on a directement un gros mouvement baissier qui arrive. Donc on va regarder ça comme ça. On a ce gros mouvement qui démarre directement sur la séance et qui descend. Donc ce niveau-là va venir en fait casser aussi des zones qui auraient pu être des zones rebond intéressantes. Alors ça va aussi casser, bien sûr, regardez par exemple cette zone ici qui était une zone par là du coup de résistance, qui ne joue pas son rôle rebond, c'est-à-dire passer support. On a une mèche qui se crée ici, ce qui veut dire que même sur des time frames plus petits que du M1, on a eu la réaction vis-à-vis de la zone support ici, puisque c'est des résistances, une fois plus attendu support, mais ensuite on casse, on réintègre. D'accord? Donc là, déjà en termes de zone support-résistance, ici on n'a pas respecté cette zone de support, et là ensuite de manière un petit peu plus basse, plus profonde, on a aussi cette zone ici de demande, d'ailleurs qui peut se cumuler un petit peu avec les tests précédents, où on rentre dedans, pareil, on a une petite réaction comme ça dans la mèche, une autre tentative de réaction ici, on clôture même avec un corps un petit peu haussier ici, mais sans plus. Donc, faut le savoir déjà de 1, je tiens à le souligner, cet exemple ici est très bon pour ça, il n'y a rien qui fonctionne à 100% du temps sur les marchés, que ce soit des zones support et résistance, que ce soit des zones supply and demand, qu'on est tout aligné, même dans un concept SMC bien pensé, et rien ne fonctionne 100% du temps. Ce n'est que des probabilités de succès, taux de réussite avec les risk-reward. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, regardez dans le descriptif de la vidéo. Ici, du coup, on continue de descendre sans respecter ces zones. Ça descend, ça descend. Alors, on va voir justement ce qui se passe par la suite. Ça va commencer, du coup, à être un peu plus intéressant, j'imagine bien. On va avoir, donc, par exemple, je vous donne un exemple déjà de zone support. Ici, regardez, on a donc
cette zone-là. C'est une zone support, tout simplement, qui passe résistance. On va entourer tout ça. On a du maintien, du maintien, du maintien, du maintien. Et là, on tente un maintien aussi, et ensuite ça casse. Ça casse, et du coup, vous allez voir qu'on reteste un petit peu côté extérieur. Alors c'est pareil, hein, c'est des zones, donc on peut les dessiner avec un petit peu de marge de manœuvre. Donc c'est-à-dire que je pourrais voilà, agrandir un petit peu comme ça, et on pourrait regarder entre les corps, entre les mèches, qu'est-ce qu'on a en fait en contact, principalement hein, le plus grand nombre de contacts qu'on puisse avoir ici. Vous allez voir qu'on a un contact ici, on a un contact là, on a un contact ici, un contact ici aussi, un contact par là. Bien regardez par la suite un contact ici. Je vous le mets en plus grand parce que c'est celui qui est testé côté extérieur. Donc zone support qui passe résistance. D'accord. Où se trouverait du coup la zone ici supply pour le coup, tout simplement dans cet exemple-là. Et ça va avec la logique que je vous ai expliquée. La zone supply, ce serait tout simplement cette zone ici. Donc une zone qui n'est pour l'instant pas atteinte tout simplement, tandis qu'on a la zone, bien sûr, résistance qui est déjà atteinte, puisque le support ici s'est transformé en résistance. Et du coup, on continue, ça descend, ça descend. Donc vous voyez, en fait, pareil, dans votre trading, vous aurez beaucoup plus l'occasion de voir des zones tout simplement de support et de résistance travailler que des zones de supply and demand directement. D'accord? Donc ça, c'est le point d'origine qui suscite toute cette baisse. Alors, on peut très bien dire, bien sûr, et argumenter dans le sens où on a aussi ici un order block, et ça en soi, hop, également, je viens de le voir d'ailleurs, ça peut être également une zone de supply. Je vous rappelle que les order blocks sont des zones de supply et de demande optimisées, c'est-à-dire que c'est une zone à l'intérieur même de la zone supply, qui est donc plus optimisée parce que c'est une zone plus petite, qui a aussi des critères très intéressants. Je vous parlais tout à l'heure d'imbalance provoqué par le mouvement de ces zones supply and demand. On a de l'imbalance, regardez juste ici aussi, par exemple, déjà dans cette zone ici. Hop. Et à l'intérieur même ici aussi de ce mouvement de baisse, on a de l'imbalance ici, dans cette bougie-là, ce qui fait aussi toute cette partie, d'accord? Donc on a la présence d'imbalance également ici. Donc là, pour le coup, on a en fait quelque chose d'intéressant, puisqu'on a un order block, alors c'est pas l'order block le plus profond, mais on a un order block qui correspond à une résistance, et le marché se tient. Ensuite, ça continue et ça descend. Vous allez voir ici, par exemple, typiquement, on fait encore une zone support, à peu près par là d'ailleurs, avec ces tests, donc ici, un petit peu ici, cassé, réintégré, et encore ici, et là, du coup, ça se joue plus en rejet qu'autre chose, également, donc zone support qui passe aussi résistance. Une fois de plus, la zone de demande, elle était où? Elle était là, cette zone de demande également ici, elle n'a pas été touchée pour ce mouvement de baisse, d'accord? Et ensuite, le marché va finir par se retourner un petit peu, il va casser de la structure par ici, par là, et là, typiquement, si on regarde, par exemple, cet exemple-là, je reprends juste ça comme ça, vous voyez, on a bel et bien cette zone ici qui est résistance qui passe support pour un tout petit rebond et ensuite on descend. Et on descend plus profondément pour mieux réagir encore derrière. Où ça? Directement sur une zone de demande. Et la zone de demande a été créée ici, tout simplement avec le dernier mouvement de baisse ici, pour ensuite la hausse. Alors on a de l'imbalance devant, on a de la cassure de structure de l'autre côté et on revient dans la zone la plus profonde. Donc là, typiquement, vous voyez, le trading de zone de support et de résistance, ça donne quoi dans ces exemples juste ici? Alors, il est moins souvent atteint, c'est un trading donc de meilleure qualité que le trading directement de zone de support et de résistance. Et aussi, en termes de potentiel, on aura des risk-reward nettement plus intéressants. Donc là, c'est un petit exemple qui n'est pas extraordinaire, dans le sens où le retracement ici est très très petit. Donc déjà, ça ne m'intéresserait même pas tout simplement d'essayer d'acheter ce rebond-là avec ce genre de choses pour tester le dernier sommet. Vous voyez, c'est tout petit, ça ne sert pas à grand-chose si on veut chercher ce précédent. Pourquoi pas, mais c'est un retracement tellement petit que c'est ultra agressif. Par contre, vous voyez bien qu'il y a une différence phénoménale avec le fait d'avoir un stop placé bien en bas, sous le mouvement bien sûr aussi d'origine de cette hausse-là, ne serait-ce que pour aller chercher par exemple le dernier sommet, on a des ratios qui sont très grands. Et là, on est même sur du petit time frame, hein, et c'est du ratio à 5. Bon, petit exemple pour démarrer. Donc après, si on continue et que je vous montre vraiment étape par étape le comportement du prix, hein, vous allez voir qu'on va retrouver très souvent des zones de support et de résistance puisque ça bouge beaucoup comme ça, et moins souvent, bien sûr, le comportement de ces zones supply and demand. Donc là, typiquement, vous voyez, on a un creux ici qui se tient un petit peu, ça casse, c'est retesté en mode résistance. On a encore ici un creux, ça passe, c'est maintenu ici en résistance côté extérieur une fois, deux fois. La dernière fois un petit peu aussi, on n'arrive pas à rechercher les creux et là du coup ça shift et on se retourne. Et justement on a la cassure de cette zone de structure, si on s'arrête bien sûr à la théorie d'eau ici directement, et ça nous donne aussi un retour sur quoi? Regardez, on a un retour ici sur une zone de demande tout simplement. Le point d'origine le plus agressif, on a de l'imbalance qui se situe du coup juste devant dans cet espace ici par exemple, hop, comme ça. Donc on a des critères qui sont rassemblés, on casse aussi de la structure, vous pouvez même y mettre une oblique ici, comme ça,
Vous voyez, on a un retest côté extérieur de l'oblique en plus du coup de la création de cette zone de demande. Et là, derrière, eh bien, on remonte un petit peu plus. On continue en fait l'impulsion, correction, impulsion. Et là, en fait, ça va travailler cette zone qui était résistance un petit peu en support. Ça va bloquer pas mal sur cette zone qui est résistance, résistance 3 fois par là, cassure, faux maintien ici, hein, parce que ça ne tient pas longtemps. Et ensuite, boum, réintégration. Et ensuite, on repart comme ça, puisque là, on a aussi un petit peu de structure. Regardez, je nettoie le graphique ici. Vous allez voir que là, on a du coup un test, deux tests, trois tests, cassé, résistance, up, encore résistance, et on continue comme ça. Et des fois, vous n'aurez pas, bien sûr, par exemple, ce rôle aussi de support résistance, dans le sens où vous allez avoir en fait ici, par exemple, une zone qui n'est pas vraiment testée. Alors si on prend le bout de la mèche, oui, mais bien évidemment, c'est encore plus agressif. Mais sinon, cette zone, on peut dire qu'elle n'est pas concrètement testée en résistance. On réagit sur le bout de la mèche uniquement, on revient, et là, on trouve aussi un double creux qui se transforme en troisième test ici, et on repart de plus fort à la hausse. Après aussi, bien évidemment, sur du M1, les zones du coup supply and demand que vous allez identifier sont de moins bonne qualité également. Donc là, vous voyez, déjà de 1, ça permet une petite réaction sur le marché. On a un petit peu de réaction arrivée dans cette zone de demande, mais pour le coup, le marché aussi à l'intérieur fait sa structure interne. Et là, vous voyez que par exemple, typiquement, support, support aussi, résistance, résistance, on redescend. Ici, du support qui passe résistance, on descend. Du support qui passe résistance, on descend. Et ensuite, le marché remonte dans l'autre sens et crée encore sa séquence. On a donc ici de la résistance qui passe support. On a ensuite ici, on va voir un peu ce qui se passe par la suite, vous voyez, tout simplement, hop, ici comme ça, la résistance d'ailleurs avec même ce niveau-ci qui passe ensuite support, support aussi, et ensuite on continue, hein, résistance, support. Mais vous voyez bien ici que le comportement, par exemple, de ces phases de zone support qui passe résistance, de résistance qui passe support, etc., nous donne certes une bonne compréhension du marché, du potentiel en fait, du comportement à venir aussi du marché, mais en termes de risk-reward, vous allez voir que c'est pas la même histoire. Je vais vous montrer par exemple un petit peu par la suite ici, ça c'est la séance du coup américaine, on a un très bel exemple ici qui est très parlant que j'ai envie de vous montrer, c'est par exemple cette zone ici. Vous voyez là on a donc de la résistance, là on a du support. Le support ici ne tient pas longtemps, vous voyez ensuite il passe même, il est cassé en mode donc de support à résistance pour tenter d'aller plus bas et il n'y arrive pas. Et en fait la zone qu'on a ici c'est une zone de demande, alors pour le coup on n'a pas d'imbalance directement sur la zone, donc c'est une zone un petit peu plus particulière ici, vous voyez, hop, comme ça vous allez voir. On a une zone d'imbalance qui est présente quand même ici. Alors, ce n'est pas une imbalance énorme, donc ça, on peut le filtrer aussi. On peut se dire, voilà, est-ce que ça fait vraiment partie des scénarios les plus intéressants que je peux voir? Je vais vous montrer cet exemple aussi à titre éducatif et pédagogique, vraiment pour que vous puissiez voir la différence entre un trading de zone support résistance. Par exemple, si du coup j'ai ma zone, et d'ailleurs ma zone, je vais la dessiner comme ça, zone hop, qui était résistance qui passe support comme ça. Donc si je veux trader par exemple cette zone par rapport au support, eh bien je peux aller voir la formation d'une bougie, hein, d'un candlestick, une réaction par rapport du coup à cette zone. On a une belle bougie ici du coup qui marque une réaction mèche. Je peux placer le stop juste en dessous par exemple la target des derniers sommets ou même un ratio à 1 pour 1. Si on fait un ratio tiens 1 pour 1, regardez, ça fonctionne. On a même un 1.6, 1.7. Si on target les derniers sommets pour un ratio à 3.4, comme l'équilibre ratio risk-reward et taux de réussite le veut, on aura un taux de réussite moins élevé, mais quand on aura notre target, on aura bien sûr forcément aussi des gains plus importants que les pertes. Mais vous voyez ici ce simple trading de retracement sur une zone support par exemple ne fonctionne pas. Par contre, si on prend l'exemple ici juste en dessous de la zone de demande, on vient taper la zone de demande ici, alors soit en ordre d'attente, soit en réaction, peu importe ici, ou même vous pouvez regarder des divergences ici entre ces deux creux, il doit y en avoir. On va voir que ce n'est pas la même chose parce que, je vous le disais, au niveau stratégique, le placement du stop change beaucoup de choses. Et là, vous voyez qu'on passe d'un ratio en fait à 3.4, mais où on a un trade perdant, à un ratio à 2.44, mais où on a un trade gagnant. Et ça, c'est juste sur l'arrivée de la zone. Si vous attendez ensuite une bougie plus profonde dans la zone, vous pouvez avoir du 3,77 ou ici par exemple du 1,82, mais si vous attendez le prix médian qui soit touché par exemple de votre zone de demande, vous êtes à 3,77 de scénario versus du 3,4 et surtout un trade gagnant versus un trade perdant. C'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit. Donc le trading de supply and demand sera forcément aussi un trading de meilleure qualité. J'espère que cette vidéo, une fois de plus, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes et à vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt dans le prochain